Bonjour Michael Trabia. Bonjour. Alors, vous êtes l'actuel CEO d'Orange Belgique. Je dis actuel parce que ça va changer. vous changez de poste et vous êtes le futur. Dans quelques jours, le 1er septembre, vous êtes le futur responsable des équipes technologie et innovation. Vous êtes le CTO, comme on dit, d'Orange Group. Bravo d'abord pour cette promotion. Vous avez passé 4 ans en Belgique. Que retenez-vous de ce passage dans notre pays ? C'était 4 années intenses et passionnantes avec beaucoup de succès. Également ici chez Orange Belgium, le passage à la marque Orange d'abord, puisque quand je suis arrivé, on venait de passer de Mobistar à Orange. Un changement de positionnement centré sur le client, avec une volonté de casser les codes des opérateurs traditionnels, avec aussi un succès sur la convergence et l'Internet, puisqu'on a là aussi finalement cassé le duopole entre l'opérateur historique et le câble opérateur. Et on a fini avec une base de 288 000 clients en partant de zéro. Pas mal. Donc c'est un bilan plutôt positif, malgré les circonstances, j'ai envie de dire, parce que là, vous quittez la Belgique, mais en laissant derrière vous une société qui se porte bien, on va le dire, mais qui malgré tout, vu les circonstances, rencontre, comme tout le monde d'ailleurs, quelques difficultés. Vous êtes malgré tout satisfait du bilan ? Oui, je crois que c'est un bon bilan et c'est un bilan collectif. Moi, je veux vraiment rendre hommage aux équipes d'Orange Belgium qui sont très engagées et qui sont la clé de notre succès au cours de ces 4 dernières années. Alors évidemment, on a des challenges comme tout le monde, mais je crois pouvoir dire que Orange a gagné des parts de marché de manière importante en Belgique au cours de ces 4 années, a changé de perception pour nos clients, avec une perception très positive et très dynamique. Et je crois que c'est une bonne base pour l'avenir et pour la suite. Qu'allez-vous retenir de la Belgique, enfin de la belgitude, comme on a l'habitude de le dire ici ? Est-ce que votre expérience belge va vous servir dans l'avenir ? Pensez-vous ? Oui, moi c'est vrai que quand je suis arrivé, je connaissais de la Belgique en réalité plus le quartier européen. Que la vraie Belgique, comme peut-être un certain nombre de Français ou d'Européens. J'ai vraiment découvert la Belgique. C'est un pays où on se sent bien, où il fait bon vivre. Les Belges sont chaleureux, accueillants, ouverts sur l'international. Et puis c'est un pays, bien entendu, quand on pense à la Belgique, on pense au surréalisme. C'est vrai que la Belgique, c'est aussi un peu le pays du surréalisme. Moi, je préfère dire que finalement, la Belgique est un pays où tout est possible. Et parfois, quand on pense qu'il n'y a pas de solution, que tout est bloqué, c'est là où on arrive à un bon consensus à la belge, un peu improbable, mais qui permet de débloquer la situation et d'avancer. Le sens du compromis, comme on l'appelle aussi, chez nous. Absolument. Un petit mot rapide de Orange Fab Belux. Alors, Orange Fab, c'est un principe qui est développé dans plusieurs pays, si je ne m'abuse. C'est un accélérateur de start-up. Vous le savez peut-être ou pas, les technos s'adressent aussi aux start-up de manière générale. On en parle régulièrement dans nos épisodes. Comment se porte cet accélérateur de start-up ? On a l'impression qu'il est un petit peu moribond depuis 1 an. Est-ce que c'est une image ou est-ce que c'est un manque de communication ou où on en est, en gros ? Alors, c'est une image parce qu'en réalité, on a fait 3 saisons déjà d'Orange Fab. Donc, on fonctionne par saison et donc, effectivement, il y a un peu plus de communication au moment où on sélectionne les startups. Et là, on est entre 2 saisons. Mais au total, on a eu 200 candidatures pour notre Orange Fab sur les 3 premières saisons. On a 9 startups qu'on a accompagnées. Et Orange Fab, ça n'est pas un incubateur, ça n'est pas un outil pour faire de la formation, c'est un outil d'abord de développement business. Et je crois que c'est la grande force d'Orange Fab, c'est que avec les startups avec lesquelles on a collaboré, à chaque fois, on a mis en avant un projet soit pour apporter une offre de la startup à nos clients, que ce soit nos clients entreprises ou nos clients particuliers, pour nos besoins internes, par exemple avec une startup qui est Chatlayer, spécialisée sur les bots, on met en place des outils de chatbot.
Et puis, c'est aussi un avantage d'être tourné vers l'international grâce à notre participation au groupe Orange. Je vais prendre un autre exemple qui est Communifinx, qui est une start-up spécialisée dans le smart parking ici en Belgique et qui est déjà très développée. On a fait un partenariat important avec Communifinx et donc aujourd'hui on distribue les solutions de Communifinx à nos clients, que ce soit les villes, que ce soit les grandes entreprises. Et on est allé au-delà puisque Communifinx est le partenaire d'Orange dans un certain nombre de pays, en France, en Espagne, en Pologne, et donc nous avons contribué aussi à leur développement international. Et donc on est vraiment très content du développement d'Orange Fab ici en Belgique. Et ce que je peux vous dire, c'est que la 4e saison est en préparation, et donc on en parlera à la rentrée, puisque en réalité les candidatures sont en ce moment et la sélection se fera en septembre. Bon, bonne nouvelle, en fin de compte. J'avais eu des échos comme quoi ça se passait pas très très bien avec les startups. De nouveaux pays surréalistes. On a des messages comme ça qui nous viennent, qui sont des fois improbables. On va quand même parler, malheureusement... Juste un mot sur les startups. Ouais. Il ne faut pas vouloir 100% de succès. Non, bien sûr. Sur 9 startups, si on en a 2 ou 3 avec lesquels on fait des projets qui marchent et qui se concrétisent par un vrai développement business, c'est déjà très bien. Bien sûr. Oui. Pas d'innovation. Hein. Il faut pas. Quand on veut 100% de succès, on n'innove pas, on fait pas de start-up. On est bien d'accord. On est tout à fait d'accord. On va quand même parler un tout petit peu, malheureusement, il faut en parler, de cette pandémie de Covid-19. J'en ai déjà parlé avec plein de gens autour de moi, avec le CEO de Google Belgique, par exemple, et beaucoup me disent, finalement, cette pandémie, il faut voir un petit peu, essayer en tout cas de voir les choses de manière un peu positive, c'est un formidable, j'y mets des guillemets, accélérateur numérique. Est-ce que vous avez la même opinion ? Oui, c'est vrai qu'en quelques jours, voire en quelques heures, on a mis, comme beaucoup d'entreprises, la totalité ou la quasi-totalité de nos salariés en télétravail. Et donc, on a été propulsé dans un monde digital et on a finalement découvert que ça marchait pas si mal. Donc oui, c'est un formidable accélérateur de ce point de vue-là et il y a certainement des choses qu'on va conserver dans l'avenir. Le télétravail, par exemple, c'est quelque chose qui va perdurer ? Oui, moi je crois beaucoup au télétravail. En même temps, je ne crois pas au tout télétravail. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. On voit bien que les salariés ont aussi besoin de contact physique. Et puis, il y a cet aspect, finalement, que j'appelle la machine à café, hein, qui est très important dans une entreprise pour diffuser un peu les messages, l'information, les contacts. Et il y a des phases aussi de travail, quand on veut par exemple innover, co-créer, qui sont plus compliquées à distance. Autant suivre un projet existant en télétravail se fait très bien, et les outils le permettent très bien. Autant certains éléments du travail sont plus compliqués. Donc, le brainstorming par exemple. Le brainstorming par exemple. Par exemple, ouais. Même s'il y a des outils qui existent, hein, mais on voit que c'est quand même plus compliqué. Un autre élément, d'ailleurs, c'est les réunions hybrides qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est-à-dire une partie des équipes au bureau, une partie des équipes en télétravail. Et là aussi, ça nécessite des outils et une adaptation, non seulement au niveau des outils, mais aussi au niveau des règles. Comment est-ce qu'on se comporte dans une réunion ? Et ça, c'est des choses sur lesquelles on doit encore progresser, parce que quand on était en confinement, on a eu du tout télétravail. Maintenant, il va falloir aussi qu'on s'habitue à l'hybride. Voilà, c'est ça, passer de l'un à l'autre avec une certaine souplesse et sans que ça ne pose de problème technique ou de côté aléatoire, on va dire, à la connexion, comme ça peut des fois, il faut bien le dire, se produire. On va parler de la 5G ensemble, si vous voulez bien, parce que c'est votre marotte, hein, depuis toujours, j'ai l'impression, depuis le début de votre vie professionnelle, vous êtes dans le mobile, si je ne dis pas de bêtises. Rappelez-nous un petit peu les étapes par lesquelles vous êtes passé de manière personnelle après vos études avec le mobile. Oui, moi j'ai commencé ma carrière professionnelle, je suis ingénieur de formation, ingénieur télécom, donc effectivement ces sujets me parlent, et notamment les réseaux mobiles. Moi j'ai commencé ma carrière chez le régulateur français, et donc pour m'occuper déjà du mobile et des licences mobiles. À l'époque c'était les licences 3G. Ouais. Et donc j'ai suivi ce dossier là-bas. Je l'ai continué à suivre le sujet des zones blanches en France, qui était un sujet aussi sur le... on avait des difficultés de couverture dans un pays qui est un peu plus difficile à couvrir que la Belgique.
Et puis chez TDF et enfin chez Orange. Donc c'est un sujet qui m'a toujours accompagné. J'allais dire, la 3G, ça ne nous rajeunit pas. Vous, par contre, ça vous rajeunit d'un coup, d'un seul, parce que vous êtes relativement jeune dans la profession, il faut bien le dire, vous avez 43 ans, donc on parle de choses qui se sont passées il y a quoi? Il y a 20 ans. Quand on parle du régulateur, par exemple, l'ARCEP, l'équivalent de l'IBPT pour la Belgique, je le dis pour nos éditeurs belges, c'était il y a 20 ans, hein, je dis pas de bêtises. Absolument. Alors, vous m'avez rajeuni un peu, parce que j'ai 44 ans. D'accord. Effectivement, ce qui est formidable dans cette industrie, d'ailleurs, pour faire écho à votre remarque, c'est que quand on regarde là où on était il y a 5 ans ou 10 ans, c'est impressionnant le chemin parcouru. Ouais. Quand on regarde un petit peu en arrière, il n'y avait pas d'Internet mobile, les réseaux sociaux étaient quasiment inexistants. Aujourd'hui, tout ce qui nous paraît naturel et sur lequel on passe plusieurs heures par jour n'existait simplement pas à cette époque. Il n'y avait pas les appareils non plus, hein. Il fallait un ensemble de circonstances pour y parvenir. On va donc parler 5G, parce que ça c'est votre gros dossier, on va dire, hein. Ce sera aussi votre gros dossier dans vos nouvelles fonctions, à n'en pas douter. La 5G, il faut quand même répondre aux interrogations des uns et des autres, même des plus technophiles, hein, il faut le reconnaître aussi. Ça va servir à quoi la 5G? Qu'est-ce que ça rapporte par rapport à la 4G, à part un chiffre en plus? C'est vraiment la bonne question d'ailleurs, hein. La technologie en soi, elle n'a pas d'intérêt. Elle n'a d'intérêt que pour les usages et pour ce qu'on en fait. Et donc la 5G, pourquoi est-ce qu'elle va servir? Elle va servir d'abord pour les entreprises. Il y a un enjeu important de compétitivité, de flexibilité, d'agilité des entreprises. On le voit, nous, à Anvers, puisqu'on a développé un campus B2B 5G extrêmement avancé avec les nouvelles technologies, je dirais la 5G la plus avancée, ce qu'on appelle la 5G standalone, qui permet en réalité de garantir des qualités de service, d'avoir des usages différenciés pour chaque usage. Par exemple, donner 2-3 exemples, une chaîne de montage, une chaîne de production dont les robots vont être connectés en 5G, ça a un gros avantage, c'est que ça permet de reconfigurer la chaîne de production très rapidement. Donc si par exemple, du jour au lendemain, on doit produire des masques au lieu de produire des vêtements, eh bien, on peut le faire très rapidement. Un autre exemple, des enjeux de sécurité, puisque encore une fois, la 5G permet de garantir une bande passante, de garantir un débit, de garantir ce trafic pour les entreprises. Et bien, pour certains usages de sécurité, la 5G est essentielle. Elle est importante également en abaissant la latence. On connecte aujourd'hui les remorqueurs du port d'Anvers en 5G, ce qui permet d'avoir les images radars de tous les remorqueurs qui remontent en même temps et d'améliorer la sécurité du port. D'accord. Les techniciens qui interviennent également, par exemple dans l'industrie chimique. On a des partenaires également dans l'industrie chimique. Les techniciens qui sont en intervention, parfois sur des équipements ou dans des situations dangereuses, eh bien, peuvent avoir accès grâce à la 5G, avec la réalité augmentée, aux informations en temps réel sur les équipements sur lesquels ils sont en train d'intervenir. Donc c'est un vrai enjeu pour l'entreprise et pour les particuliers. C'est aussi une nécessité, d'abord parce que la croissance des usages ne fait que s'accélérer. Nos usages augmentent en moyenne de 50 à 60% tous les ans. Le trafic sur le réseau, donc c'est absolument énorme. Oui. Et pour faire face à cette croissance des usages, en évitant que la qualité de service soit dégradée, eh bien, on aura besoin de capacités supplémentaires et c'est là que la 5G va nous aider. C'est d'ailleurs une des questions que se posent les écologistes, en tout cas les détracteurs les plus écologistes, entre guillemets, de dire que finalement la 5G, ça ne va rien améliorer en termes d'écologie, quelque part, puisque même si on peut imaginer qu'il y ait des économies de puissance, d'énergie dépensée, etc., elle va être quelque part rattrapée par la consommation de manière plus globale. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? D'abord, on est très conscient, nous, des enjeux environnementaux et des enjeux énergétiques. Le groupe Orange, d'ailleurs, a pris des engagements extrêmement forts et a inscrit dans ses statuts notre raison d'être avec un engagement environnemental extrêmement fort, avec une ambition au niveau du groupe Orange d'être neutre en CO2 à l'horizon 2040. Donc, on est très concerné par ce sujet. Maintenant, il faut voir le sujet dans son ensemble, en réalité. D'abord, le numérique et la transition numérique est en réalité un élément essentiel de la transition environnementale
puisque les usages numériques, grâce au Smart City, avec l'économie du partage, la réutilisation d'un certain nombre d'actifs plutôt que de les racheter, tout ça est permis par le numérique en réalité. Et la 5G est nécessaire et sera nécessaire pour cela. Deuxième élément, c'est que la 5G en elle-même est une technologie extrêmement efficace. La technologie est 10 fois plus efficace, la 5G est 10 fois plus efficace énergétiquement que les technologies actuelles. Donc, on aura besoin de la 5G. La 5G est le seul moyen de maîtriser la consommation énergétique des réseaux tout en augmentant les usages. D'accord. On vous entend, même bien, j'ai envie de dire, en tant que podcast qui s'adresse aux technophiles, on n'attendait pas réellement une autre réponse que celle-là, hein. Il faut être relativement clair, mais enfin ça répond quand même aux interrogations des uns et des autres. Est-ce qu'on est en retard dans le déploiement de la 5G, que ce soit en Belgique, en France, en Europe de manière générale? On voit que la Chine avance à grands pas, que certains pays, comme la Suisse par exemple, avancent aussi de son côté. On en parle en Belgique, alors évidemment de nouveau, il y a cette problématique de justement légale, hein, parce qu'il y a beaucoup de politique aussi derrière la 5G, il y a de l'économique. Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on va rattraper ce retard? Comment ça se passe? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas en avance, parce qu'effectivement, en Asie, aux États-Unis, en Suisse, ça a été, vous l'avez dit, Marc, effectivement, la 5G est déjà une réalité. Ensuite, l'année pivot, c'est l'année 2020. Donc, on voit bien qu'on n'est pas encore en retard, mais on va l'être. Il y a malheureusement pas beaucoup de doutes sur le sujet, puisque la 5G en Belgique, ce sera vraisemblablement pas avant 2021, voire probablement peut-être pas avant la deuxième partie de 2021. Et donc ça, c'est un sujet effectivement d'attention et de vigilance sur lequel j'alerte depuis 18 mois, parce que on a besoin de la 5G, on le sait. L'écosystème de terminaux est aujourd'hui en train d'être disponible, et dans la deuxième partie de cette année, on aura des terminaux très largement disponibles pour la 5G. Et à ce moment-là, on va commencer à se rendre compte que, effectivement, la Belgique, comme certains pays d'Europe d'ailleurs, prend du retard. Et en France, comment ça se passe? On a beaucoup d'auditeurs français aussi. Les enchères pour l'attribution de la 5G sont prévues à la rentrée, au mois de septembre. Et pour l'instant, on prévoit toujours un lancement commercial d'ici la fin de l'année 2020. Tout ça est toujours très, on l'a dit, c'est politique, c'est économique, et également on voit que ça commence à cogner fort avec la Chine, par exemple. Les fournisseurs de devices, d'appareils, de matériel de connexion, je pense à Huawei, je pense à ZTE par exemple, sont à la porte, ils attendent, ils veulent fournir. On voit qu'il y a quelques réticences. La Grande-Bretagne par exemple a demandé à ce qu'on retire les Chinois du marché pour privilégier peut-être Nokia et Ericsson. Comment ça se passe de manière plus globale? Est-ce que tout ça va se calmer à un moment donné? Est-ce que ça risque de donner du retard, encore plus de retard à terme? Est-ce qu'il va y avoir des implications politiques à certains niveaux? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un marché concurrentiel avec 3-4 acteurs principaux, donc effectivement Nokia, Ericsson, mais aussi Huawei et ZTE. Et aujourd'hui, ces acteurs, et Huawei en particulier, est très présent en Europe. Donc nous, au niveau opérateur, beaucoup d'opérateurs utilisent ces équipementiers et il ne faut pas croire que nous n'avons pas d'inquiétude ou de soucis sur la sécurité. La sécurité, c'est un enjeu essentiel pour tout opérateur. Mais nous considérons que les acteurs avec lesquels nous travaillons, y compris Huawei, sont des acteurs de confiance et avec lesquels nous n'avons pas de problématiques industrielles de notre point de vue d'opérateur. Maintenant, on voit bien qu'il y a un sujet politique en réalité, et c'est un sujet dont on est conscient, qui est porté au niveau des États et au niveau des relations internationales, dans un contexte de conflit économique entre les États-Unis et la Chine qui n'aura échappé à personne. Donc, nous sommes également respectueux des lois, respectueux des décisions des autorités, et donc là où il y a des décisions, nous les appliquons à 100%, même si il est important pour nous de dire on ne peut pas se retrouver à terme dans une situation où nous avons que 2 fournisseurs possibles, parce qu'on aurait à ce moment-là un enjeu de concurrence qui serait insuffisant. On a vu en Belgique que les situations de duopole
sont des situations qui ne sont pas bonnes pour le marché et pour les clients. La Belgique a ceci de particulier, vous le savez, c'est un petit marché très concurrentiel à plein de niveaux, hein, que ce soit en télécom, en médias, en tout ce qu'on veut, et que donc on connaît aussi, justement, je le disais, ce sens du compromis à un moment donné. Ça peut aider, hein, une fois de plus, dans un CV, de pouvoir travailler en Belgique. C'est quoi le coût de la transition de la 4G à la 5G? On a entendu tout et son contraire, mais des chiffres mirobolants comme quoi la transition à la 5G, ce serait le coût de la 3G et de la 4G cumulée. C'est vrai ou c'est faux? Alors, non. Globalement, on va pouvoir réutiliser les sites que nous avons aujourd'hui en 3G et en 4G sur lesquels nous allons déployer des équipements 5G. Néanmoins, ce sont des investissements importants, hein. C'est des investissements qui vont se compter au total en centaines de millions d'euros. Donc, c'est évidemment des investissements importants et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin de visibilité, qu'on a besoin de ces licences à long terme pour pouvoir investir. Donc voilà, c'est des gros investissements qui prennent du temps aussi à déployer. Et c'est pour ça que si on veut être prêt pour 2021, en réalité, il faut lancer les choses dès maintenant. Hein, et donc cet élément-là, il échappe aussi parfois un peu. Hein. On n'appuie pas sur le bouton et demain la 5G est là. Il faut qu'on choisisse nos fournisseurs. Il faut qu'on déploie les équipements sur le terrain. Il y a des milliers de sites à équiper. Effectivement, donc c'est des investissements importants, mais dont une partie va venir aussi du fait qu'on va moins investir sur les technologies actuelles. Donc, on va pouvoir compenser une partie de nos investissements actuels avec les investissements 5G. Un mot de ce qu'on appelle les zones blanches. C'est une question qui me vient comme ça à l'esprit maintenant parce qu'on en a reparlé il n'y a pas tellement longtemps dans la presse, en Belgique en tout cas. J'imagine que ça existe aussi en France, hein. C'est comme tout dans tout pays d'ailleurs. Les zones blanches, je le rappelle, ce sont ces zones où il n'y a pas de télécom, il n'y a pas de télécom mobile, il n'y a pas d'internet mobile. Est-ce qu'il y a des solutions qui pointent le bout de leur nez avec la 5G ou en parallèle à la 5G pour ces zones blanches? Est-ce qu'on va pouvoir couvrir 100% d'un territoire demain? Alors, c'est effectivement des questions très importantes pour les territoires en question. Et en réalité, en Belgique, on est plutôt bien servi de ce point de vue-là parce que la couverture de la population est excellente. En France, la problématique des zones blanches est encore plus forte parce que c'est un pays qui n'a pas la même densité et qui n'a pas non plus le même relief, la même topographie. Et donc, il y a des zones qui sont beaucoup plus difficiles à couvrir. Mais c'est vrai que c'est un sujet clé parce que aujourd'hui, quand on n'a pas l'accès au numérique, eh bien, on est exclu de plus en plus d'un certain nombre de services. Et c'est aussi un problème d'attractivité, d'attractivité pour les citoyens, d'attractivité pour les entreprises, d'attractivité pour les touristes. Donc la Belgique est plutôt bien servie de ce point de vue-là. Néanmoins, il y a toujours des zones qui sont peu ou mal couvertes. Il n'y a pas énormément de solutions sur la partie mobile. Il faut simplement rajouter des antennes. Et la bonne nouvelle, c'est que avec l'accord de partage de réseau mobile que nous avons signé avec Proximus, nous allons augmenter globalement la taille de notre réseau. Proximus va faire de même d'ailleurs, puisque on aura au total 20% d'antennes en plus de ce que nous avons de même pour Proximus. Donc, on va pouvoir aller plus loin en matière de couverture. Après, il y a d'autres solutions qui existent pour les cas les plus reculés, qui sont des solutions par satellite, notamment. Et il y a des nouvelles générations de satellites, mais plutôt pour du haut débit et du très haut débit fixe, cette fois-ci, qui existent et qui permettent, pour le coup, d'avoir une solution partout, sur tout le territoire en Europe. D'accord. Je le signale pour nos auditeurs français, aussi une particularité de la Belgique, c'est que deux opérateurs peuvent collaborer, même s'ils sont concurrents, sur certains domaines, et même si c'est des fois un peu compliqué aussi, il faut bien le dire, c'est très clair. Demain, vous prenez vos fonctions et allez diriger donc les équipes technologie et innovation du groupe Orange. Quels seront vos principaux dossiers? On a bien compris que la 5G, c'est un enjeu, ça c'est très clair. Est-ce que vous avez déjà des pistes? Est-ce qu'il y a des choses en développement que vous avez déjà imaginé, où il y a déjà des plans? Est-ce que vous avez un scoop pour nous, quelque part? Un scoop, je ne sais pas, mais effectivement, la 5G est assurément un sujet clé des années à venir, non seulement en termes de technologie, d'évolution technologique pour les particuliers, mais aussi pour l'entreprise, parce qu'encore une fois, la 5G va révolutionner l'accès mobile des entreprises. Mais aussi en termes d'acceptabilité sociale, c'est un sujet dont on a parlé tout à l'heure. Après, nous avons également un grand enjeu, et chez Orange, c'est une de nos priorités, qui est
tout ce qui tourne autour de la data et de l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui ouvre des perspectives extrêmement importantes et qui nécessitent une transformation profonde des entreprises, y compris de nous en tant qu'opérateurs, pour pouvoir finalement mieux servir nos clients, leur apporter des nouvelles solutions et finalement leur apporter l'expérience client qu'ils ont quand ils utilisent les plateformes des GAFAM et des OTT que nous connaissons bien. Aujourd'hui, quand on est sur Amazon ou sur Google ou Facebook, peu importe, on a une expérience qui est extrêmement fluide, extrêmement digitale. Et donc, notre enjeu, ça va être aussi d'amener ce type d'expérience avec de la personnalisation sur nos métiers. On parle d'une collaboration avec Google, vous avez parlé des GAFAM, vous pouvez en dire 2 mots sur cette collaboration, cet arrangement, on va dire. Ouais. C'est un sujet intéressant, d'ailleurs vous avez souligné tout à l'heure Marc qu'on pouvait collaborer entre concurrents, mais c'est aussi un petit peu le cas puisque on est dans une situation où on est parfois concurrents, parfois opposés, sur certains sujets, et en même temps, on doit être capable de collaborer sur d'autres. Ce partenariat avec Google, il est important, puisque il va nous permettre de développer des technologies cloud qui sont donc à plusieurs niveaux. D'abord, pour ce qui concerne tout simplement les offres de cloud aux entreprises. Beaucoup d'entreprises utilisent des offres de cloud, et là, il y a un effet d'échelle très important, et donc, il y a un avantage aux 3-4 plus grands fournisseurs de cloud mondiaux. Et donc, les entreprises clientes d'Orange vont pouvoir accéder à cet univers de cloud avec une couche d'intégration, une couche de service que va amener Orange. Deuxième sujet de ce partenariat, eh bien, c'est ce qu'on appelle le l'Edge, l'Edge Cloud, c'est-à-dire que dans nos réseaux, on va avoir des équipements qui vont être présents et qui vont pouvoir justement amener de la proximité par rapport aux utilisateurs finaux. Et donc, ça veut dire plus de rapidité, une latence plus réduite. Et pour certains usages, c'est absolument essentiel. Plutôt que des grands data centers qui sont dans quelques endroits du pays, de plus en plus, on va aller vers une distribution des capacités cloud au plus proche des utilisateurs. Et puis enfin, pour la data, il y a là aussi, on va pouvoir bénéficier de ces technologies et ce qui va nous permettre d'accélérer sur notre transformation de l'IA. C'est assez amusant d'ailleurs cette décentralisation du cloud. On pensait que la solution c'était de tout mettre au même endroit, et puis finalement on se rend compte que le mieux c'est peut-être de le disperser effectivement, de se rapprocher de son utilisateur. On va revenir au bon vieux disque dur dans la machine si ça continue comme ça. Il faut un équilibre en réalité, il faut les deux, et on voit bien que c'est une question d'optimisation pour éviter que sur le réseau ne circule trop de flux inutiles. On a besoin d'avoir en proximité ces clouds qui vont être présents et puis qui vont aussi garantir une latence plus importante. Et à l'inverse, il y a d'autres sujets sur lesquels on a besoin aussi de grands data centers. Donc, c'est pas forcément l'un ou l'autre, mais c'est l'un et l'autre. Et l'autre, tout à fait. Demain, c'est un autre monsieur qui va prendre ses fonctions en Belgique, Xavier Pichon, qui reprend la tête d'Orange Belgique. Quel conseil vous lui donneriez, si vous aviez un conseil à lui donner ou d'abord, dans quel resto aller peut-être, ou qu'est-ce que vous lui avez dit, ou qu'est-ce que vous lui avez proposé comme plan, entre guillemets, pour s'intégrer, si j'ose dire, au sein de la boîte, et puis en Belgique également. Oui, alors bon, je n'ai pas forcément de conseils à lui donner. C'est quelqu'un qui est expérimenté, qui connaît très bien le secteur et qui a une expérience internationale. Naturellement, ce que je lui ai dit, c'est qu'il y a des équipes formidables ici sur lesquelles il peut s'appuyer. Et puis, je suis bien sûr à sa disposition pour lui donner toutes les adresses de restaurants. Il y en a quand même des très très bien ici en Belgique.
Merci beaucoup en tout cas, Michael Trabian, de nous avoir reçus juste avant votre nouvelle entrée en fonction. J'ai envie de dire nouvelle entrée en fonction parce que vous avez plusieurs rentrées en fonction par le passé et que donc j'imagine qu'il y en aura d'autres dans l'avenir. Vous avez encore le temps, j'ai envie de dire. On verra. Donc on verra évidemment, mais là je pense que il y a du boulot sur la planche. On vous souhaite en tout cas tout le succès que vous méritez. Et ben écoutez, j'étais très content de faire cette interview parce que je pense que je suis un dernier en Belgique à faire votre interview et pour ce qui est de la France, un des premiers. Donc ça fait un peu voilà. C'est pour un petit podcast comme le nôtre, on va pas bouder notre plaisir également. Merci beaucoup et à très bientôt peut-être. Voilà, au revoir. À bientôt. Au revoir. J'espère que ce hors-série vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous êtes sur YouTube, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à mettre des étoiles sur les plateformes de podcast habituelles. Partagez cet épisode, commentez-le. Vous êtes évidemment toujours les bienvenus. À très bientôt. Au revoir.